Bonjour et bienvenue aujourd'hui au Studio Air et Cosmos dans lequel on va aborder un sujet crucial en ce moment, le MH370. Netflix a sorti une série de, je ne sais pas si on peut appeler ça des documentaires, mais ça nous a un petit peu énervé. Donc aujourd'hui on a invité deux experts, Gilles et Jean-Luc. Est-ce que vous pouvez vous représenter? C'est Xavier, donc Gilles Diars, ancien contrôleur aérien dans l'armée de l'air. Et j'avais donc enquêté et publié deux ouvrages également techniques sur la disparition du MH370. Donc c'est un sujet que je suis activement. Et Jean-Luc? Bonjour, Jean-Luc Marchand, j'ai travaillé à Eurocontrol, je suis ingénieur en traitement du signal et récemment j'ai publié plusieurs études sur le MH et notamment la dernière avec Patrick Blely, un commandant de bord. Alors, avant d'analyser ce fameux documentaire, peut-être qu'on pourrait reprendre simplement les faits. Qu'est-ce qu'on sait avec certitude et quelles sont nos sources sur le MH370, par exemple, le début du vol? Alors, le début du vol, on sait que tout se passe bien jusqu'au moment du transfert de contrôle entre la Malaisie et le Vietnam. À ce moment-là, on a l'avion qui répond au contrôle malaisien. Et dans la minute qui suit, le pilote ne contacte pas le Vietnam. Il n'y a aucun échange et le transpondeur est coupé. Donc on a des éléments factuels qui montrent que ce transpondeur a été tourné, le bouton a été tourné en passant par des positions qui montrent que ce bouton a été manipulé. Et ensuite on a un avion qui fait demi-tour, donc là on n'a plus de tracé radar sur les radars secondaires civils, donc les civils ne le voient plus. On a derrière que des radars militaires, mais on a également des radars civils qui l'ont suivi, ça Jean-Luc pourra en parler beaucoup mieux que moi. Et on a un avion qui traverse la Malaisie, qui ensuite va de l'autre côté de la Malaisie et finit visiblement dans l'océan Indien avec des éléments techniques. C'est-à-dire que quand on coupe le transpondeur, on devient invisible pour les contrôleurs civils, mais par contre, les radars primaires, ça c'est... Qu'est-ce que c'est? Oui, alors le transpondeur répond à une interrogation et quand on le coupe, il y a plusieurs positions et il va répondre de façon différente suivant ces positions, mais quand on le met sur stand-by, il ne répond plus. Et donc, le radar secondaire ne le voit plus, donc le contrôleur civil ne le voit plus. En revanche, il existe des radars primaires qui sont simplement une émission d'écho et une réception de cet écho qui mesure la distance et l'azimut où se trouve l'avion. Donc là, c'est visible, puisque là, vous ne pouvez pas le couper à bord. Donc là, on est vraiment sur une masse métallique qui renvoie des ondes, et ça a continué donc après que le transpondeur a été coupé. On sait physiquement par des radars que l'avion a continué à voler jusqu'au détroit de Malacca. Oui, absolument. Enfin, oui, c'est ça. Jusqu'au dernier écho-radar à 18h22-12, là, on sait qu'effectivement, il était dans cette région-là. Il a fallu un certain temps pour reconstruire les pistes, parce que c'était différents radars d'approche civile qui ont capturé ça, en plus des militaires, et il a fallu faire une espèce de conjonction, de superposition des pistes, pour vérifier que c'était bien le même avion et qu'on parlait bien de la même chose. Mais les systèmes n'ont pas compris que c'était le même vol. C'était des bouts, des petits segments, mis les uns à la suite des autres et avec des trous entre. Et comment est-ce qu'on a la certitude que finalement c'est bien cet avion qui est arrivé jusqu'au détroit de Malacca? Déjà par élimination, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres appareils dans le coin, il faisait nuit, il n'y avait pas beaucoup de trafic, on a pu pister les autres, et celui-là on l'a suivi parce que, humainement si vous voulez, on a suivi les traces et on s'est dit qu'a priori ça ne pouvait être que lui. Et il y a également ce fameux ping sur le téléphone portable du copilote qui va accrocher le sol. Alors voilà, la corrélation c'est qu'effectivement à cet endroit-là, au sud de Penang, le téléphone a borné et ça indique bien que l'avion était là. Donc ça corroborait l'idée qu'effectivement cette trajectoire passait bien par là, que c'était bien l'avion qui avait été suivi. Alors, à cet endroit-là, il se passe aussi quelque chose d'autre, c'est que l'avion va recommencer à échanger avec le satellite, c'est ça? C'est ça, quelques minutes après que l'avion soit arrivé en bout de portée du radar, en fait on a le système satellite qui va reconnecter à bord de l'avion, il va demander à se reconnecter au réseau, et quand on compare la position de la dernière position radar et l'arc que nous donne matériellement le système satellite, on se rend compte que c'est parfaitement atteignable pour l'avion, mais une chose est certaine, l'avion n'est plus du tout en mer de Chine. Ça, c'est une évidence. Alors, comment est-ce qu'on connaît à partir des informations du satellite? Parce que l'avion, il n'envoie pas d'informations de positionnement. Comment est-ce qu'on détermine son emplacement à ce moment-là? Ça, Jean-Luc est bien plus calé que moi pour en parler. Inmarsat a deux systèmes qu'ils utilisent de façon opérationnelle pour vérifier la qualité de leur réseau. Pas du tout pour suivre les avions. Mais après coup, on peut reconstruire. Et grâce à deux éléments qui sont fondamentaux, l'un, c'est une mesure de temps, un délai que le message que l'avion renvoie à une communication avec le sol, et ce délai va donner une distance, ça s'appelle les BTO.
Et puis l'autre information qui est une information sur la fréquence. L'avion a un système très simple de correction de l'effet Doppler parce qu'il va très vite et il fait une erreur et cette erreur est mesurable. Et donc à terre, a posteriori, on est capable de mesurer cette erreur. Alors ces deux informations vont nous donner à la fois une distance, c'est-à-dire un rayon de sphère sur lequel se trouve probablement l'avion. Alors comme il est à une certaine altitude sur la Terre, on va recouper et on va se dire ce sont des anneaux à une certaine altitude évidemment. Mais ces anneaux n'ont pas le même diamètre suivant l'altitude, ça il faut bien se souvenir de ça. Et puis les BFO nous donnent surtout une indication de comment se comportait l'avion localement, quelle est sa vitesse, et comment il est orienté vis-à-vis du satellite. Donc c'est-à-dire que l'avion est interrogé par le satellite, et le temps de réponse en milliardième de seconde, ça permet de définir une distance, puisqu'on a un temps d'aller-retour. C'est ça. Et la fréquence nous permet, finalement, c'est comme l'effet Doppler, on sait s'il est plutôt en rapprochement ou en éloignement entre le satellite et l'avion, encore une fois. C'est ça. C'est bien ça. C'est ça. Tout ça, ça nous permet de reconstruire une trajectoire qui, globalement, va dans le sud de l'océan Indien. Alors je dirais même pas qu'une trajectoire, plein de trajectoires. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à partir de ces éléments-là, les enquêteurs, notamment Inmarsat, ont dû faire plusieurs hypothèses de vitesse. On parle bien de vitesse seule, sauf que cette vitesse seule, faut arriver à recalculer ça avec une vitesse que vole l'avion. On parle de vitesse R dans un avion, avec une vitesse en Mach, ça dépend du vent. Les vents sont pas les mêmes à l'altitude, on connaît pas l'altitude de l'avion, donc il faut faire des hypothèses d'altitude également. Donc il y a plein de trajectoires qui ont été calculées par Inmarsat. On a des schémas qui nous montrent justement différentes trajectoires, et donc en fonction de l'altitude et de la vitesse, eh bien la trajectoire finale sur le dernier arc n'est pas du tout la même. Donc faut bien comprendre ça, qu'il y a tellement d'hypothèses qui doivent être faites, qu'il faut resserrer un petit peu ces hypothèses pour pouvoir avoir une zone sur laquelle à la fin on estime chercher. Et même le dernier arc, ça n'est pas la position finale de l'avion. C'est le dernier renvoi. Exactement. Donc après derrière, il faut faire d'autres hypothèses. Est-ce que l'avion a été piloté ou pas? Et ensuite définir des zones de recherche. Donc on voit que c'est quand même pas simple. Si on reste sur une hypothèse de potentiellement quelqu'un qui a piloté l'avion, si on prend l'hypothèse la plus large, on est à plusieurs millions de kilomètres carrés sur cet arc et à côté de l'arc. Donc c'est inexploitable financièrement, en termes de temps également. Donc il faut arriver à resserrer et faire des hypothèses pour pouvoir chercher une zone qui est plus facilement exploitable. Alors, première question, comment est-ce qu'on sait que ces données qui ont été enregistrées par Inmarsat, pourquoi est-ce qu'on sait qu'elles n'ont pas été truquées, inventées par la suite? D'abord, il faut être pratiquement un fabricant d'équipements pour savoir ce qu'il y a dans les boîtes à bord de l'avion. Et puis, il y a très peu de possibilités de modifier ça parce que pour modifier ces données, il faudrait aller, mais presque partout dans l'appareil. Il faudrait modifier plein de calculateurs, il faudrait modifier plein de software, les implémenter, et ça, c'est impossible en vol. Et comment on sait que Inmarsat eux-mêmes n'ont pas inventé ce jeu de données? Alors, vous pouvez toujours vous poser la question, mais il n'empêche quand même que la crédibilité d'Inmarsat est quand même sur la table, qu'ils ont mis un certain temps à vérifier les données, qu'ils ont regardé et que surtout, ils n'ont aucun intérêt. Ils n'ont aucun intérêt à raconter n'importe quoi, puisque pour le Air France 447, ils avaient énormément aidé et que là, c'était une circonstance presque similaire. Donc, voilà, on peut toujours douter, mais là, il faut quand même vraiment pousser très loin la barre pour aller au complot et se dire qu'ils ont effectivement bidouillé les données. Parce que les données, elles contiennent, elles sont d'une certaine richesse, par exemple, elles vont prendre en compte même des choses comme les micro-oscillations du satellite, ou alors le passage du satellite dans l'ombre de la Terre. Et ça, est-ce que dans les jours qu'on suivit, quand ils ont partagé ces données, est-ce que c'est des données qu'on connaissait? Alors, il a fallu, pour comprendre que ça partait vers le sud et non pas vers le nord, il a fallu faire pas mal d'analyses statistiques d'autres vols qui étaient similaires. Et ils ont regardé le comportement justement de ces données, et par mimétisme ou par corrélation, ils en ont déduit que les données du 370 étaient en fait corrélées vers le sud plutôt que vers le nord. Mais oui, il était important de comprendre, alors que ce soit l'oscillateur, que ce soit l'éclipse du satellite, pour savoir pourquoi ces données incluaient un comportement qui n'était pas a priori attendu. Mais une fois qu'on a compris ça, ça y est, c'était fait. Et donc en fait, c'est aussi pour ça qu'on ne peut pas reproduire ce vol pour tester de nouveau, parce qu'en fonction du vent, du passage, encore une fois, dans l'ombre de la Terre, tout ça, c'est pas reproductible. Exactement, ce n'est pas prévisible. Et où se connecter dans les boîtes, c'était impossible. Et en plus, modifier les softwares pour changer toutes les données de position de l'avion et d'attitude, c'est impossible. En plus, avec les redondances,
l'avion n'était plus volable. Donc, sur la fin du vol, on arrive dans le sud de l'océan Indien et on a des débris. Pas tout de suite. Pas tout Parce de que suite. les recherches, voilà, ça a été chou blanc. Donc ils n'ont rien trouvé, mais il faut bien comprendre aussi pourquoi. Enfin, on l'a expliqué dans la dernière émission, déjà parce que la zone était très éloignée, les avions passaient très peu de temps dans le secteur, la météo qui n'a pas aidé, et surtout la zone de recherche. Il faut bien s'imaginer qu'on a commencé à aller chercher en gros à peu près 20 jours après la disparition de l'avion. Donc déjà, si on commence à chercher des débris 20 jours après le crash, en moyenne, on peut s'attendre à des débris qui sont à 700 km. Donc si on cherche un avion à Paris, ça veut dire que les débris ne sont pas à Paris, il ne faut pas les chercher à Paris, il faut les chercher à Marseille. Donc déjà, c'est pas si simple. Ensuite, tout a été également régulièrement changé en fonction de ce qu'on avait détecté. Les pings, on a cherché le long de ce 7e arc, mais la zone, elle est immense. Elle est immense. Et pourtant, on n'a rien trouvé. On a trouvé des débris qu'un an et demi après avec le flaperon. C'est la première pièce qui est arrivée. Donc d'ailleurs, il y a pas mal de choses qui sont dites sur Netflix sur le flaperon, on va en parler. Le flaperon, est-ce que... D'ailleurs, on est à quand même plus d'une vingtaine de pièces de débris de Boeing 777 qui ont été récupérées. Une trentaine, ça continue à arriver. Est-ce qu'on a une certitude que certains de ces débris sont authentiques? Il n'y a pas de raison trop de douter. Alors le doute qui est mis dans Netflix, c'est le fait que le flaperon n'a pas sa plaque d'immatriculation. Il y a tout un tas de raisons pour lesquelles ce flaperon n'a pas cette plaque d'immatriculation. Mais pas seulement parce que la pièce a été démantelée ou que l'avion a été démantelé. Également, ce qui est mis en doute, c'est Je peux dire un petit mot sur ça. Oui. Il y a un rapport... Alors, quand on a retrouvé cette pièce du flaperon à l'époque, il y avait eu un reportage de CNN qui avait été montré en réel qu'est-ce que c'était qu'un flaperon dans l'avion. Et dans l'image de CNN, le flaperon n'a plus sa plaque. Voilà, parce que le Skydroll, il y a plein de raisons pour lesquelles une plaque peut tomber. C'est pas uniquement au démantèlement, effectivement. Ouais. Alors soit ça peut tomber, soit si ça se trouve, dès la conception, elles étaient peut-être pas encore là, ça a peut-être été mis plus tard. Ouais. Après, sur l'identification de ce flaperon, ce qui est pas mal remis en doute dans Netflix, sur le fait que ce soit noté sur un bordereau à la main, ben, rien de surprenant. La photo du bordereau, on l'a, et on se rend compte que c'est pas la seule pièce qui est notée à la main sur ce bordereau. Donc, se baser là-dessus pour dire la pièce elle n'est pas correctement authentifiée, non, je suis désolé, il n'y a pas 36 000 flaperons qui ont fini dans l'océan Indien, il n'y a pas 36 777 qui ont fini dans l'océan Indien. Et accessoirement, il y a d'autres pièces qui sont des volets, qui sont même des morceaux intérieurs de l'avion. Exactement. Et qui ont été identifiés parce que les matériaux correspondent, le nid d'abeille correspond, l'épaisseur, donc la peinture. Donc il y a plein de raisons pour lesquelles, effectivement, les pièces ont toute la probabilité. Alors il y en a quand même 7 ou 8 qui sont identifiés comme sûrs, et les parce autres qu'il y a des numéros de série uniques. Voilà, des numéros de série qui ont été relevés. Alors évidemment, chaque fabricant a son processus de qualité. Donc certains c'est à la main comme CASA, d'autres c'est beaucoup plus informatisé et c'est gravé. Bon, d'ailleurs à l'intérieur du flacon il y avait des numéros gravés. Hein, si oui, qui ont été authentifiés également. Voilà. Bon. Mais qui sont souvent des numéros génériques comme toute la plupart des pièces. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas les identifier formellement à ce flacon, sauf ce numéro. Alors, dans les informations qu'on sait aussi avec certitude, donc ces signaux, ces échanges entre le satellite et l'avion, ils informent sur plusieurs choses. Il y a ce qu'on appelle les log-on requests. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, quand un SATCOM, c'est-à-dire un modem ou un téléphone portable pour l'avion, on va dire, doit se connecter, il doit suivre un certain protocole. Et il doit demander l'établissement d'une connexion à travers le réseau satellitaire. Et donc là, il y a un ensemble de paquets de données qui sont échangés pour dire, ben voilà, je suis tel modem avec tel numéro, et puis surtout avec tel numéro de vol. Ça, c'est important. On en parlera peut-être un peu plus tard. Et ça, l'équipage a rentré ce numéro de vol, et en plus de l'identifiant comme le numéro PUC ou de votre téléphone, ça va être transmis au réseau qui dit, très bien, vous avez autorisation de vous connecter, on va établir une connexion, et ils vérifient tout ça, et ils établissent une connexion. Et à partir de là, s'enchaîne toute une série d'échanges pour mettre en place tous les systèmes. Que ce soit le SATCOM lui-même, avec ses différentes fréquences, que ce soit l'IFE, donc le système de divertissement, mais qui est plus que ça. Parce qu'il permet les communications, il permet aussi d'adresser les passagers. Enfin, c'est un système assez vital, qui lui va se connecter et établir des connexions, et notamment offrir Internet aux passagers. Donc on a plein d'échanges dans l'avion, et là on a en l'occurrence le log-on request, ça veut dire que ce système avait subi une coupure électrique, et donc là il y a un rétablissement électrique de cet équipement. Alors voilà, quand on voit à 18h25 cette demande de connexion, ça veut dire qu'effectivement, pour l'avion, il s'était déconnecté. Le réseau, lui, se disait, ben, j'ai personne, mais tant que personne ne lui parle, s'inquiète pas trop. En revanche, l'avion, lui, a lancé ce log-on, et ce log-on est tout à fait un log-on de réveil, de remise à zéro et de recommencement, si vous voulez, de restart.
Alors qu'on aurait pu s'attendre à simplement un petit réveil tout simple en disant bah, « je suis toujours là ». Non, là c'est vraiment une demande de connexion. Donc coupure électrique, rétablissement électrique. D'où la déduction qu'il y a eu coupure électrique. Et alors, il y a une autre information qui n'est pas comprise dans le message lui-même, qui est aussi la fréquence de ce premier envoi. Est-ce qu'on peut dire un petit mot sur ça? Parce qu'il y a un écart par rapport à la fréquence normale attendue de ce rétablissement. J'ajouterai un petit point avant, parce que tu as parlé de l'identifiant du vol. Oui. Ouais. Il y a une notion importante, c'est que quand on se reconnecte, donc on a l'identifiant du modem qui se connecte au réseau. Ce que Jean-Luc et Patrick ont réussi à faire, c'est d'aller se creuser ce qu'on appelle le Flight ID. Ce Flight ID, étonnamment, on aurait dû l'avoir parce qu'il est stocké en mémoire, et on ne l'a plus. Et toute la question est de savoir, c'est pourquoi. Et là, ça sous-entend quand même une action volontaire à l'intérieur du cockpit, quoi. Oui, c'est ça, parce que effectivement, normalement, le numéro de vol apparaît dans les communications, et là, dans celle-là, à 18h25, le numéro de vol a disparu. Et ça veut bien dire que quelqu'un est allé volontairement dans les pages de l'ordinateur de vol pour aller effacer ce numéro-là, parce qu'il a coupé toutes les communications. Et donc, une des conséquences, c'est qu'effectivement, ce numéro disparaît. C'est la seule raison pour laquelle ce Flight ID pourrait disparaître? Exactement. Okay. C'est, d'après notre enquête, la seule... On n'en a pas trouvé. C'est la seule. En vol, c'est la seule façon d'effacer. Il faut faire un data link reset. Je reviens du coup sur la deuxième question. Intéressant, je ne l'avais pas lu cette information. Oui. La fréquence de ce premier envoi, elle n'est pas exactement celle qui était attendue dans une communication normale. Est-ce qu'on peut expliquer? Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, quand l'appareil se réveille, il est à froid. Alors, vous savez qu'il est à l'arrière, en haut de la cabine, pas loin des compartiments bagages. Alors, on ne sait pas quelle était la température à ce moment-là, mais il s'est refroidi. Et il doit chauffer pour avoir une fréquence stable. Et donc, on a ce qu'on appelle un four qui va chauffer la petite enveloppe dans laquelle qui va chauffer le cristal. Et il faut un certain temps pour monter en fréquence, et donc en température d'abord, puis en fréquence. Donc, cette courbe de fréquence va évoluer, et effectivement, au moment de la connexion, on voit bien qu'il y a un changement de fréquence. Et ça a été bien expliqué. Ça a été analysé comme une potentielle preuve qu'il y a eu une dépressurisation, un refroidissement de l'avion au-delà de la normale. Alors, c'est une des hypothèses. C'est une des hypothèses qui est possible, mais rien n'est sûr. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que c'est froid et qu'effectivement, il faut un certain temps pour remonter. Alors évidemment, si la cabine a été dépressurisée et refroidie, ça refroidit d'autant plus. Ouais. Alors, je reprends quand même ce dont on est sûr. On a une déconnexion manuelle dans le cockpit, on n'en sait pas la cause. On a un avion qui est suivi par plusieurs radars civils et militaires qui va traverser toute la péninsule. Je rajouterai un point là-dessus. Vas-y. Jean-Luc a fait un gros travail sur les radars et on arrive à déterminer quels sont les radars qui ont suivi l'avion parce que toutes ces associations, faut retrouver parfois les radars. Et il a fait un énorme travail également là-dessus, quoi. Donc c'est hyper intéressant. L'IG avait également fait ce travail-là. Donc c'est très intéressant et ça permet d'attester également ces éléments-là. On arrive, on a un téléphone portable qui va borner au sol, qui confirme qu'on suit bien le bon avion. On a le rétablissement des communications entre le satellite et l'avion qui prouve qu'il continue à voler pendant plusieurs heures. Et on a des dizaines de débris qui sont récupérés. Donc ça, on est d'accord, ce sont des faits. C'est des faits. Maintenant, on va décrypter la première des théories qui est évoquée dans Netflix avec Jeff Wise. Donc, je vous le fais simple, il y a... Parce que par hasard, il y a 3 Russes dans l'avion, et comme il y en a un qui est en business, pour lui, c'est super facile. Il va s'introduire dans la soute électronique du Boeing 777 sans que personne le remarque. Il va se recacher en dessous, il va remettre la petite moquette pour que personne ne voit qu'il est caché. Il va se connecter avec des ordinateurs sur le Boeing 777, et depuis la soute électronique, il va être capable de piloter l'avion et de modifier les ondes qui sont émises par l'avion pour faire croire que finalement il n'est pas parti vers le nord, parce qu'en fait, soi-disant, il serait parti vers le nord pour se poser au Kazakhstan, parce que c'est les services secrets russes qui veulent le récupérer, et donc il aurait réussi à modifier les fréquences, ça me fait rire quand je le dis, pour partir vers le sud. Première chose, est-ce qu'on peut maîtriser, contrôler l'avion depuis la soute électronique? Non, clairement non. Donc ça déjà c'est le premier gros point, mais il y a un autre gros point moi qui m'interpelle derrière, c'est derrière il fait dépressuriser l'avion pour évanouir tout le monde. Le problème c'est que, ok je veux bien qu'il fasse ça, mais comment il respire ensuite? Il a une bonbonne d'oxygène de son côté. Voilà, donc il y a aussi ça qu'il faut rajouter. Donc, et cet avion il est devenu quoi? Donc il y a tout un tas de théories. Alors pourquoi Jeff Wise est allé là-dessus? Il faut savoir qu'un peu avant qu'il se sépare de l'Independent Group, l'Independent Group avait travaillé sur une trajectoire vers le nord qui pouvait s'expliquer avec les données satellites. Mais ce que ne dit pas Jeff Wise, c'est qu'ils ont fait ce travail-là, mais ils ont tordu
des informations notamment de BFO pour que ça puisse marcher. De fréquence. De fréquence, voilà, de BFO qu'on parlait tout à l'heure. Donc ils ont étudié cette possibilité, l'IG, à cette époque-là. Puis après, ce qui s'est passé, visiblement, Jeff Wise a récupéré des données que la Malaisie avait fournies à l'Independent Group et les a publiées, alors que l'Independent Group s'était mis d'accord avec les autorités pour dire non, on ne divulguera pas ça. Jeff Wise a fait ça, donc après derrière, il a été exclu de l'Independent Group. Donc il y a eu des tensions entre eux, on le voit, hein, de toute façon, il y a des tensions entre Jeff Wise et l'Independent Group. Et alors, l'idée qu'on puisse contrôler, parce que moi, quand on en parle avec des pilotes, ils nous disent, bah voilà, si mon avion était piraté, etc., que fait le pilote? Il y a un bouton. Ça a été le grand fantasme de dire, oui, les Américains sont capables de piloter un avion à distance et tout. En fait, il y a tellement de redondance dans les calculateurs de bord que pour les pirater, il faut vraiment tout contrôler, tout arrêter. À ce moment-là, l'avion n'est plus pilotable. Et dans tous les cas, il y a le bouton off qui permet de revenir en puis, pilotage en dernier manuel. moment, pour se mettre en loi directe, effectivement, le pilote a le dernier mot et peut reprendre le contrôle de l'avion. Il y a un bouton qui s'appelle Primary Flight Controls. On le passe sur Disconnect. En fait, on disconnecte tout, on déconnecte tous les ordinateurs de bord de l'avion. Et ça évite d'utiliser des ordinateurs qui envoient des données erronées. Donc là, il y a moyen de pouvoir séparer tout ça. Ensuite, ce que ça suppose aussi, c'est que la prise de contrôle, elle est sur tout de l'avion. Sur le pilotage de l'avion, ce qui est complètement aberrant. Et la première incohérence, c'est que le demi-tour de l'avion, et ça Jean-Luc et Patrick l'ont démontré, on ne peut le faire qu'en manuel. C'est-à-dire en touchant le manche. En touchant le manche, et pas de quelque chose de la soute. C'est agrippant même. Voilà. Et en plus, il faudrait supprimer l'accès aux radios, l'accès au système satellite, l'accès à beaucoup de choses, quoi. Techniquement, ça ne tient pas. On ne se rend pas compte de la complexité que ça demande, quoi. Bon, le scénario est quand même un peu bizarre parce qu'il faudrait... Un peu. Oui, parce que il faudrait déjà descendre dans cette soute. Alors, je ne sais pas si vous avez vu sur un 777, moi j'avais été voir au moment où j'étais aux États-Unis, discuter avec le pilote, qui au bout de 5 minutes m'a jeté d'ailleurs, parce qu'il m'a dit c'est qui ce Gugus. Mais on était sur la trappe, et la trappe n'était pas visible. Donc la moquette était pleine, complètement couvrant complètement le corridor entre le cockpit et le galet. Et donc il faut déjà rouler cette moquette. Alors, au moment, où tout les PNC sont en train de préparer leurs chariots, sont dans le galet, je veux dire, c'est difficile d'y aller avec un PC sous le bras, c'est-à-dire, attendez, excusez-moi, je vais dans la soute. Et c'est assez tôt au début du vol, quand même. Et c'est assez tôt au début du vol. Ensuite, il faut descendre. Alors, comme l'a dit Gilles, les bouteilles, s'ils dépressurisent, il faut quand même qu'ils se soient bien préparés. Et puis ensuite, que faire dans cette soute? Il ne peut pas se connecter. Pour se connecter, il faut qu'il déraque les appareils. Ou alors il faut qu'il ait des prises tout à fait spéciales, mais qui, elles, ne vont pas autoriser l'interruption de la machine pendant le vol. Parce que pendant le vol, on n'y touche pas. Dans tous les cas, c'est aberrant. Et moi, il y a un truc qui m'a choqué, ça c'est vous qui allez expliquer. Donc, soi-disant, il va faire modifier les envois de l'avion vers le satellite pour faire croire que l'avion était parti vers le sud alors qu'il serait parti vers le nord. C'est-à-dire qu'ils avaient défini à l'avance qu'on inventerait une méthode pour suivre l'avion, et en fonction de ça, il aurait modifié les données, c'est ça? C'est tout à fait ça, c'est vraiment de la science-fiction en fait. Et en plus, imaginez quel était le type de données que l'avion allait fournir au sol. Dans ce cas-là, c'est une gageure, parce que c'est aléatoire en fait, ça surtout dépend que tellement de paramètres. On est bien sur la fréquence qui est enregistrée par le satellite. C'est pas l'avion qui envoie une information. Alors, par la station sol. C'est le sol qui enregistre. C'est la station sol. Mais enfin, on peut éventuellement imaginer de se dire, ouais, si je connais tout parfaitement et je maîtrise tout, je peux faire croire que... Mais en fait, c'est impossible, il y a tellement de systèmes. Y compris les micro-oscillations du satellite et son passage dans l'ombre de la Terre. Exactement. Donc, celui-là, on n'y croit pas trop. Pas du tout, même. Allez, deuxième théorie, la théorie qu'on va appeler la théorie Florence de Changy. Dans celle-là, je vous la résume rapidement, il y aurait des avions AWACS américains qui seraient arrivés sur la zone, qui auraient intercepté le Boeing 777 de la Malaysia Airlines, qui l'aurait brouillé, qui l'aurait piraté, qui lui aurait demandé de se détourner vers une autre zone, et devant son refus, l'avion aurait été abattu avec potentiellement une arme rayon laser, comme c'est écrit dans son livre, même si a priori elle n'en parle plus trop maintenant, parce que c'était pas très très crédible déjà à la base. Alors, d'abord, est-ce qu'on peut intercepter et brouiller un avion dans ses émissions? Alors moi j'entends ça, je saute au plafond. Désolé. En tant qu'ancien contrôleur aérien spécialisé dans les interceptions, j'en ai déjà fait, là ça voudrait dire qu'on a un avion, donc un Boeing, sur lequel on a mis, là elle dit même 2 AWACS, un au-dessus, un au-dessus, un au-dessus, un en dessous.
Et donc, on a fait accompagner cet avion jusqu'à la frontière chinoise. La première incohérence moi, que je note, la vitesse maximale d'un AWACS est incompatible à la vitesse de croisière d'un Boeing 777. Ça veut dire que si on arrive à intercepter déjà l'avion, ça veut dire que les AWACS se font continuellement distancer parce que l'avion va plus vite qu'eux. Ça veut dire que quand ils arrivent au niveau de la frontière chinoise, ça fait déjà un bail que les AWACS se sont à la traîne derrière. Hein. Donc ça, c'est la première incohérence. Deuxième incohérence, on parle du brouillage. Alors elle prend une source qui est un ancien de l'US Air Force, qui a dit que les AWACS sont équipés d'une capacité de brouillage phénoménale. Là, je m'interroge. Je m'interroge pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une grosse confusion sur un système qui a été installé sur les AWACS américains à partir de 2012. Sur les blocs 25 ou bloc 35, j'ai plus la modification. On a installé un système de guerre électronique dans les AWACS américains. Et pas seulement, les AWACS français en sont équipés aussi. Ce qu'on appelle l'ESM. Le problème, c'est que quand on parle de guerre électronique, on pense à quoi tout de suite? Brouillage. Là, c'est pas du tout un système de brouillage. Ce sont les deux bosses que l'on a sur le côté de l'avion, et c'est des systèmes de localisation et de détection et d'identification des radars. C'est-à-dire qu'en gros, on détecte un radar et on l'associe à un plot radar, et ça permet à l'AWACS de dire à des avions de chasse qu'il gère, là, la cible a attaqué, elle est là, et on sait que, visiblement, on a reçu le radar de cet avion-là, dans cette direction, on sait que c'est un MiG-29, un Sukhoi 27, voilà. Parce qu'on peut authentifier quel est le type de radar qui est mis en face Exactement. de nous, et donc on peut savoir sa position et le type. Voilà, et donc ça permet de renseigner les avions de chasse, de dire, attention, voilà, vous prenez vos mesures, ce qu'il y a en face, vous adaptez vos tactiques en fonction. Voilà. Et là, cette confusion par rapport à ce qui est installé dans les AWACS depuis 2012 sur les AWACS américains. Donc le brouillage des AWACS c'est totalement impossible parce que ça n'est pas du tout compatible avec la façon d'utiliser un AWACS. Si on veut utiliser un AWACS pour brouiller, il faut le rapprocher d'un émetteur qu'on veut brouiller. Or un AWACS, on va le garder loin. On est d'accord que là, l'avion, le Boeing 777, le MH370, il l'envoie. C'est pas lui qu'il faut brouiller dans ce cas-là. Il faudrait brouiller tous les radars. Tous les récepteurs. Et tous pas les que contrôleurs ça. aériens au sol. Et pas que ça. C'est-à-dire que là, tu prends sur un brouillage, mais sur tout un tas de spectres. Déjà sur brouillage radar, ça veut dire qu'il faut faire du brouillage ciblé sur chaque radar qui suit l'avion. Donc déjà, ça veut dire qu'il faut viser sur plusieurs radars. Déjà, c'est pas si simple. Ensuite, du brouillage radio. Parce que visiblement, l'avion n'est plus en mesure de communiquer avec le contrôle aérien. Et là, première incohérence, il faudrait que Florence de Changy m'explique comment les AWACS arrivent à rentrer en contact avec l'avion pour lui dire de se dérouter. Surtout s'ils l'ont brouillé. Voilà, c'est incohérent. Et le troisième paramètre, ça veut dire que le SATCOM aurait aussi été brouillé. Donc là aussi, on est sur une autre gamme de fréquences, une direction tout autre. Je doute même que ça soit réellement possible. Donc déjà, quand on regarde ça, on se dit c'est pas raisonnable. C'est-à-dire que l'information qu'elle a eue de cet ancien militaire, je veux dire, avant de balancer ça et de faire tout un tas de scénarios, le minimum de correction, c'est d'étudier et de vérifier l'info qu'on lui passe. Parce que là, visiblement, techniquement, moi je vois tout un tas d'incohérences qui font que ça ne marche pas. Parce qu'accessoirement, on brouille un capteur. Par exemple, un radar, on peut l'arroser avec plein d'ondes et on va le saturer. C'est ça. Mais on ne rend pas un avion furtif pour autant. C'est-à-dire qu'on va faire du bruit de façon à masquer le plot radar dans un nuage de plein d'autres radars, de façon à ce que les opérateurs au sol, mais surtout, le but du brouillage, c'est d'empêcher les systèmes qui vont pouvoir tirer de missiles de verrouiller le bon plot radar. Donc on va y envoyer des dizaines ou des milliers pour le brouiller et lui dire bah non, finalement, tu n'arrives pas à savoir lequel c'est. Voilà, donc ça fonctionne comme ça. Ça ne fonctionne pas en faisant disparaître un avion. Bon. Imaginons qu'on est tous incompétents et que ce soit juste ça la bonne solution. L'avion est abattu à cet endroit-là. On a bien des gens qui nous disent « J'ai vu des débris dans l'eau avec Tomnod à l'époque, il y a des photos satellites qui ont été prises, qui ont été partagées à la Terre entière, et des gens ont pu regarder et essayer de trouver des débris d'avion. Alors, on a des gens très persuadés d'avoir vu quelque chose. Est-ce que c'est crédible ? Ça n'est pas du tout. Moi, j'ai souri quand j'ai vu ce passage sur Netflix, parce qu'en plus, les images qui montent sur Netflix avec cette personne, je ne doute pas du tout de sa bonne foi. Mais quand on regarde les schémas de l'avion qui sont plaqués sur ce qu'elle dit avoir, on a un schéma d'un avion, d'un Boeing 777 de face. Réfléchissons un minimum. On est sur une image qui est prise de l'espace, quasiment à la verticale. Et ce qu'elle identifie, cette personne, c'est un avion vu de face. Et c'est pas que ça. Hein. Il y a tout un tas d'éléments où on se dit, mais c'est pas possible. En fait, les gens, ils voient ce qu'ils veulent. D'autant plus que la définition des images, elles sont vraiment plus que moyennes. Ce
En plus, ce que j'ai constaté sur les réseaux, et notamment sur des sites qui s'intéressent au MH370, ça a relancé l'intérêt de certaines personnes d'aller chercher des images comme ça. Et pas plus tard qu'hier, je voyais une personne qui avait filmé quelque chose qu'il avait vu sur son ordinateur sur Google Earth. Oui. Voilà. Et là, en bas, on voit la date 2022. C'est-à-dire, en gros, la personne, il cherche le MH370 sur une image satellite qui a été prise en 2022. Ouais, ça va bien marcher. Néanmoins, Florence de Changy, elle avance des éléments, comme par exemple le fait qu'une partie de la cargaison, du cargo, n'a pas été vérifiée, n'est pas passée au scanner d'après elle. Est-ce que c'est vrai? Et puis est-ce que finalement c'est quelque chose de totalement anormal? Voilà, moi j'ai aussi pareil, j'ai sauté au plafond. Et en plus, ce qui est génial, c'est que Netflix nous donne la preuve que Florence de Changy ne nous dit pas toute la vérité. Sur l'image qui est dans le documentaire, on a un extrait d'un rapport duquel Florence de Changy tire l'info comme quoi le fret de Motorola n'a pas été scanné. C'est vrai, c'est écrit. Ce qu'elle omet de dire, c'est ce qui est dans ce même paragraphe. Ce qui est dit, c'est que le fret de Motorola a été inspecté physiquement avant de sortir de la zone cargo par du personnel de la sûreté qui était accrédité. Et en plus, il a été scellé. Et les procédures sur ce genre de cargo, c'est à partir du moment où ça vient d'un expéditeur qui est connu, que c'est vérifié par une société agrémentée. Quand ça arrive à l'aéroport, il vérifie juste les scellés. Il n'y a aucune raison d'aller réinspecter physiquement ou même de faire un scan. Là, ce qu'on sait visiblement, c'est que les scanners n'étaient pas suffisamment gros pour pouvoir passer ce genre de cargaison, mais l'inspection a été faite. Donc là encore, moi, je m'insurge là-dessus. On a une Florence de Changy qui nous dit qu'une partie de la vérité et qui omet de nous dire ça. Et ça me dérange. On ne dit pas tout. Et donc, on a tous les jours, partout dans le monde, des avions qui décollent avec une partie du fret qui est contrôlée avec des chiens, avec plein de choses, mais qui n'est pas forcément passée dans un scanner, c'est normal. Les plateaux repas, c'est fait exactement de la même manière. Ils ne sont pas ouverts quand ils arrivent à l'aéroport. Ils sont inspectés avant, ils sont scellés. Et si les scellés, il n'y a aucune compromission sur les scellés, le fret, il n'est pas du tout rescanné. Un petit point également, elle dit qu'il y a des exercices militaires qui ont lieu au même moment que la disparition de l'avion. Faux, j'ai même tiré une vidéo complète là-dessus, où on parlait de Cobra Gold et de Cop Tiger. Et un des exercices, qui était un exercice de débarquement de troupes, était terminé depuis déjà à peu près une semaine et demie. Hein. Et l'autre, Cop Tiger, commençait 2 jours après. Mais au moment de la disparition, ça n'est pas vrai. Et ça, je n'ai aucun doute sur le fait qu'elle s'est renseignée, qu'elle connaissait. Donc, je me pose la question, pourquoi elle dit des informations qu'elle a quand même vérifiées un minimum. Il suffit de chercher sur Internet, on le trouve. Hein, on le trouve. Voilà, j'ai même fait la liste des avions pour savoir s'il y avait des AWACS américains. Il n'y en avait pas. Les AWACS, c'était des AWACS singapouriens, donc pas des AWACS américains. Il est dit également dans le reportage que la deuxième zone de recherche, qui se trouvait du côté du détroit de Malacca, en gros, les Malaisiens vont l'inventer, je ne sais plus combien de jours, 4, 5, 6 jours plus tard. Est-ce qu'on a des preuves du contraire? C'est faux. C'est faux, même Guylain Watrelot, j'ai démonté ce qu'il disait récemment, mais ça fait un moment qu'il le dit, j'osais pas le faire, mais c'est faux. Déjà, moins de 24 heures après la disparition de l'avion, on a un communiqué de presse du cabinet du Premier ministre qui dit « On ouvre une zone de recherche de l'autre côté de la Malaisie parce qu'on n'exclut pas que l'avion ait fait demi-tour ». Le lendemain, conférence de presse, donc on est au 2e jour, le directeur de l'aviation civile introduit la conférence en disant « Comme vous le savez depuis hier, depuis la déclaration du Premier ministre, depuis le communiqué du Premier ministre, on a ouvert une 2e zone de recherche dans le détroit de Malacca. » On en parle, on a même dans cette conférence le général de l'armée de l'air qui parle de ces tracés radars, ils sont pas sûrs de voir que ce soit le MH370, parce qu'il manque le transpondeur. Moi en tant que contrôleur, vous mettez un radar primaire sans transpondeur, sans contact avec le pilote, je suis incapable de vous dire si c'est vraiment cet avion. Donc ils ont mis de la prudence dans le début, parce qu'ils n'étaient pas certains. Ils ont ensuite attendu d'avoir d'autres confirmations, mais déjà dès le 3e jour, on a des cartes qui sont montrées aux journalistes avec les zones de recherche. Ces images, on les a. On va remettre en lien ces vidéos pour que les gens puissent aller vérifier à chaque fois tout ce qu'on est en train de dire. Justement, je les ai publiées, ces vidéos, pour pouvoir montrer aux gens, regardez ce qui a été dit dans les tout premiers jours. J'ai publié ces vidéos sur mon compte YouTube pour dire, regardez, et vérifiez par vous-même, et n'écoutez pas forcément tout ce qu'on vous dit. Ce qu'il faut souligner, c'est que je pense que les Malaisiens n'avaient pas une grande expérience de ce genre de catastrophe. Malheureusement. Et leur communication a été balbutiante et mal gérée. Et conclusion, ça a apporté beaucoup de confusion dans les messages qu'ils ont essayé de passer. Et ça a rendu les choses compliquées. Bien sûr. 2 petits témoignages également de gens qui accréditeraient cette thèse Florence de Changy. On a M. McKay qui se trouve sur une station pétrolière. Une plateforme, pardon. Et lui, il dit, mais moi j'ai vu l'avion exploser dans le ciel. Est-ce qu'on peut prendre... Alors moi, je suis persuadé qu'il a vu quelque chose. Possible.
possible, mais déjà en termes de distance, toi, tu as regardé. Oui. Alors, il a probablement vu quelque chose, c'est pas impossible. Hein. On a chacun vu des choses le soir. Bon. Là, vu la position où il était sur sa plateforme, et même tout en haut du mât de misaine, il n'aurait rien pu voir avec la rondodité de la Terre, et même en tenant compte de la propagation éventuelle lumineuse de 20% que parfois les marins expérimentent. Donc il était on a quelle hors de distance? portée. On était à plus de 300 nautiques. Donc en gros, je suis à Paris et je vois un avion qui explose à Bordeaux. C'est un peu ça. C'est pas très très crédible. Ouais, mais il y a autre chose moi, qui m'interpelle sur ce témoignage, c'est que Florence de Changy en parle dans son livre. Mais quand des journalistes, elle essaie d'aller le voir, les journalistes visiblement savent où il habite, et visiblement il est en résidence surveillée, impossible de le voir. Et on va dire, cette personne, visiblement, à chaque fois qu'on essaie d'aller la voir, personne n'y arrive. Donc je m'interpelle, est-ce que cette personne existe vraiment? C'est une autre question que je me pose. Après, il y a une autre chose, et ça Florence de Changy ne l'a absolument pas noté dans son scénario, ça n'est pas du tout en corrélation avec l'endroit où elle dit que l'avion a été abattu. C'est-à-dire que l'endroit où l'avion a disparu, ça correspond à l'ouest de la plateforme pétrolière, là où dit cette personne avoir vu dire la boule de feu. Par contre, si on regarde où l'avion a été abattu sur Florence de Changy, ça serait carrément au nord, donc à 90 degrés de ce que dit la personne avoir observé. Et alors la distance, on est encore plus loin. Voilà, donc c'est pas du tout crédible. Il y a un deuxième témoignage qui est utilisé dans ce scénario, c'est quelqu'un qui, en regardant sa télé, aurait vu des images qu'on a cachées ensuite tout de suite, là, avec en particulier un avion qui était au bord de l'eau, et puis une boîte noire qu'il aurait vue à la télé, il est le seul à s'en souvenir. Alors le témoignage est assez intéressant parce que ça interpelle Florence de Changy, parce que cette personne est un ancien de la Royal Canadian Air Force, qui a travaillé ensuite dans une société d'électronique aéronautique. Donc elle dit, cette personne travaille dans l'aérien, donc c'est quelque chose de crédible. Mais j'ai pu échanger des mots avec cette personne, j'ai pu discuter avec cette personne pour essayer de comprendre ce qu'il avait vraiment vu, en fait. En fait, il s'avère que on est sur une personne qui est ultra complotiste. Bon, après c'est un détail. Mais quand il me décrit ce qu'il dit, et ce qu'il a décrit à Florence de Changy, l'avion qui est à moitié immergé juste sur la côte, je me dis, tiens, c'est bizarre, ça me rappelle quelque chose. Et après, la boîte noire qui est montrée dans une boîte remplie d'eau, ça s'interpelle Florence de Changy, parce que c'est la manière dont on récupère une boîte noire pour éviter qu'il y ait de la corrosion, et entourée de militaires. Et quand je regarde ça, je dis, ah tiens, une image du Lion Air qui s'est écrasé en Indonésie quelques mois seulement avant la disparition du MH370, ça correspond parfaitement à ce qu'il dit. Il me dit, c'est pas ça. Ensuite, la boîte noire, ben là aussi, la boîte noire quand elle a été montrée, ça correspond à ce qu'il dit. Et quand je discute après sur des débris, notamment un débris qui avait été retrouvé en mer de Chine, où il dit oui, c'est un capot de moteur de l'avion. Bah déjà, première incohérence, les câblages électriques, ça ne correspond pas du tout à des câblages aéronautiques, mais ça, il ne veut pas le voir. Et là où on devrait avoir des rivets, on a des boulons. On n'a pas des boulons sur la structure externe d'un avion. Ça crée énormément de traînées, c'est pas du tout des pièces qu'on va retrouver. Lui me soutient que c'est un capot de moteur. J'ai voulu lui mettre sous le nez une photo d'un manuel de Boeing où on montre cette pièce. Je lui montre non, c'est pas possible, ça ne colle pas. La courbure ne marche pas et il n'y a pas les choses à l'intérieur qui vont bien. Bon. Il change d'avis, c'est une trappe de train. Je lui remets un schéma de Boeing. Bah, regardez, on doit avoir ça sur la pièce. Bah non, là il change toujours encore d'avis. Non, c'est encore une pièce de telle. En gros, la personne pas du tout crédible. Voilà. Dans tous les cas, il a vu quelque chose à la télé, c'était pas ça. Et Florence de Changy n'a pas réussi à retrouver les images. Dommage. Ça, on instille encore le doute. Ouais. Mais Netflix insiste sur la probabilité que ce soit exact. Il y a un dernier élément sur lequel ils insistent beaucoup, c'est les fameux enregistrements. Le FBI est arrivé dès le lendemain pour aller chez le pilote pour récupérer toutes les infos. Vrai, pas vrai? On n'a aucune preuve, et surtout, moi, j'ai jamais réussi à confirmer ces informations qui m'avaient été transmises par Guylain Watrelot il y a quelques années, quand j'étais encore en contact avec lui. Et je n'ai jamais réussi à prouver l'intervention du FBI dès le premier jour. Ce que l'on sait, et ça n'a jamais été caché par les autorités dans les conférences de presse, on sait que le FBI est très vite dans l'affaire. Pourquoi ? Parce que, dès le départ, il y a des études sur les personnes à bord, et donc forcément, le FBI, c'est un avion Boeing, les intérêts américains sont potentiellement impactés. Juste un mot. En France, le Germanwings, le FBI a été aussi sollicité. Donc c'est, on va dire classique, mais c'est habituel que dans un cas où on a une potentialité de criminel, il y a le FBI qui puisse être appelé, même sur les cas en France. Et il y avait un passager américain. Il y avait un passager américain aussi. Okay. Et je dirais même, c'est qu'on aurait été sur un avion d'Airbus, le FBI aurait été aussi concerné,
Mais la gendarmerie française aurait aussi été concernée, au même titre, parce qu'il y a des gendarmes dans les ambassades, mais il y a des gens du FBI également dans les ambassades américaines. Il ne faut pas considérer que le FBI il travaille que sur le territoire américain, ça n'est pas vrai. Le FBI il a un champ d'expertise qui est beaucoup plus large, et les autorités malaisiennes n'ont jamais caché qu'ils ont demandé une assistance technique au FBI, notamment pour le simulateur. Alors maintenant, pourquoi le FBI ne veut pas transmettre les infos à la justice française, notamment aux avocats de Guillain? Ça, c'est un autre débat. Là, on rentre dans des notions de coopération de justice, et on se rend compte que ça ne se passe pas forcément toujours bien. Mais c'est pas un cas isolé, le MH370, il y en a plein d'autres. Donc l'Égyptaire, qui a disparu en Méditerranée, bah, c'est pareil, on n'a toujours pas d'informations, et il y a des couacs entre la France et l'Égypte. Et ça avance pas. Et pourtant, on en entend beaucoup moins parler, mais ça n'avance toujours pas. Donc on est d'accord, la police malaisienne a récupéré ce simulateur de vol, a tenté de récupérer les données qui avaient été effacées, puis sans y arriver, ils ont fini par les fournir au FBI par la suite. Voire même dès le début. Dès le début, ça se trouve, ils ont même déjà, dès le départ, coopéré avec le FBI. J'ai retrouvé un article dans lequel il disait que les Américains avaient proposé et que pour l'instant, ils n'avaient pas accepté. Donc la Malaisie avait refusé l'assistance du FBI dans un premier temps et qu'il l'avait accepté ensuite. Donc, bon, on passe à d'autres options, tout aussi crédibles. Allons-y. Les Maldives. Les habitants des Maldives ont vu quelque chose qu'ils a survolé. Je crois, moi, j'ai pas beaucoup creusé cette histoire, mais les couleurs ne correspondaient pas, l'avion ne correspondait pas, l'altitude non plus. Donc il y avait beaucoup d'incohérences dans ce qu'il disait, et en plus le timing ne marchait pas, et l'endurance de l'avion non plus. C'est-à-dire beaucoup de choses. L'observation a été réalisée après la capacité de vol maximale de l'avion, étant donné le carburant avec lequel il était parti. A priori. Exactement, on est surtout, je crois, c'est même dans l'heure de 45 minutes. C'est pas quelques minutes, hein, on est quasiment sur les environs d'une heure. Alors, je précise que sur le coup, Florence de Changy a fait l'enquête, et là, elle a réussi à démontrer que c'était pas le cas. Exactement. Elle a rencontré les gens dans la tour de contrôle, donc parfois, elle fait quand même du travail qu'on peut saluer. Exactement. Diego Garcia. C'est les méchants américains qui ont abattu l'avion parce que l'avion voulait faire un 11 septembre bis et voulait s'écraser sur cette base. Bah, le problème, c'est que les informations satellites, ça n'accrédite pas du tout ça. Ça ne correspond pas aux infos satellites, et puis en plus, le range ne comprend pas, ne fonctionne pas non plus. Donc... Et là, on a travaillé avec des pilotes également de 777 qui ont tout analysé. On connaît la quantité de carburant qu'avait l'avion. Étant donné le début de trajectoire qu'il a fait, il n'avait pas assez de carburant pour aller jusque dans cette zone. Et dans tous les cas, les satellites nous montrent qu'on a plutôt un éloignement entre l'avion et le satellite, et non pas un rapprochement. Exactement. Capsio. Les îles Christmas, tu as fait partie de l'équipe Capsio à l'époque. Oui, j'ai fait partie de... En fait, au départ, comme disait Gilles au départ, on doit faire des hypothèses. Et il y a quelques années, donc 7 ans déjà, on avait fait l'hypothèse, à partir d'un bouquin de Michel Delarche et de Jean-Marc Garot, qu'il y avait effectivement un détournement de tierces personnes, et que ces gens-là voulaient négocier, ou du moins voulaient atterrir, pour le moins. Et donc, on s'était penché sur cette hypothèse de départ, qui est très clivante, dans le sens où vous dites il va atterrir ou il ne va pas atterrir. Et là, ça débouche sur deux types d'ensemble d'hypothèses différents. Et on était parti sur l'idée qu'il allait atterrir soit sur Capsio, soit à Learmouth en Australie. On a Christmas Island, pardon, et ensuite Learmouth en Australie. Les deux sont en Australie. Et donc, on a montré qu'il pouvait y atteindre, mais effectivement, les réponses ne sont pas... Si vous voulez, ces trajectoires ne répondent pas nécessairement à toutes les questions qu'on peut se poser. Néanmoins, c'était de bonnes hypothèses de départ. Alors, parce que scientifiquement, on va expliquer, c'était scientifiquement correct, mais la trajectoire telle qu'elle avait été reconstruite impliquait des variations d'altitude et de vitesse et de trajectoire qui se faisaient pile entre les pings et qui fait que la probabilité que toutes ces évolutions aient eu lieu était quand même faible. Oui, c'est-à-dire qu'opérationnellement parlant, elles sont moins consistantes que par exemple la dernière étude qu'on a faite avec commandant Blely. Il fallait effectivement des circonstances qui faisaient que ça mappait bien les données. Et donc, on les avait construites comme ça. Mais opérationnellement, c'est vrai qu'un pilote aurait fait directement un Christmas pour sans faire atterrir, ce détour. sans faire ce détour qui lui aurait été fatal. Donc effectivement, il y a un petit peu de... Donc tu as pris un petit peu de recul sur cette première hypothèse. Je suis un esprit ouvert, et donc je suis intéressé par toutes sortes d'hypothèses, et là, dans le deuxième jeu d'hypothèses, effectivement, on va beaucoup plus loin, on est beaucoup plus précis, et surtout, on répond pratiquement à toutes les questions vous pouvez avoir. Ah, mais c'est un travail de dingue, hein, ce qu'ils ont fait. Il faut que les gens comprennent qu'on est autour de la table. Je pense qu'on a passé des centaines d'heures et de nuits sur ce travail.
il y a des milliers et des milliers de pages d'analyse, de centres de recherche, équivalent australien du CNRS, il y a beaucoup de gens, des astrophyniciens, Duncan Sleeth, il y a énormément de monde qui a travaillé. Et souvent dans la discrétion, parce que Patrick et Jean-Luc, on les entend pas trop en public. On entend très bien en ce moment Jeff Wise et surtout Florence de Changy depuis quelques temps. Mais le travail qu'ils font en fait en coulisses, ils ont fait un travail de dingue. Et quand je dis de dingue, quand j'ai discuté avec Patrick Bledy, quand je l'ai rencontré, mais pour la première fois, j'avais quelqu'un qui faisait coller tout. Et avec Jean-Luc, le travail qu'ils ont fait, c'est un travail immense. Oui, parce que Patrick était parti sur une hypothèse qui est très très sérieuse. En revanche, il n'avait pas montré certains aspects, et notamment les aspects techniques. Et au moment où il a fallu détailler la trajectoire pour être crédible à 100%, là, il a fallu se plonger pour que ça mappe toutes les données et donc trouver la vraie trajectoire qui nous amène là. Mais les idées de base qu'il a trouvées sont extraordinaires. C'est tout simplement de partir sur des trucs aéronautiques qu'un pilote de base peut utiliser et construire sa trajectoire et ça marche. D'ailleurs, un détail, sur les rapports, on a le demi-tour de l'avion qui n'a jamais été, ils n'ont jamais réussi à reproduire, les autorités, ce demi-tour. Patrick et Jean-Luc, ils ont réussi à le reproduire. En simulateur de vol. En simulateur avec des données qui collent. Parce qu'en fait, on a regardé les données radar et vous apercevez que tout le monde part sur ces données radar et ils ont oublié que un radar, ça prédit quand il n'a plus l'écho. Il perd un écho, il va attendre 10 secondes et pendant 10 secondes, il prédit. Et quand il a plus, alors il dit au contrôleur, attends, j'ai plus les infos de... bon. Et là, la piste radar était bizarre. Et Boeing était parti sur des idées en donnant 2 points de base, un point d'entrée dans le virage, un point de sortie. Et ils ont dit, là, il faut qu'on ait 2 minutes 10 entre les deux et on doit virer. Ils n'y sont jamais parvenus, sauf manuellement en se rapprochant un peu, en disant, le meilleur temps qu'on ait fait, c'est manuel. Et nous, on s'est dit, bah, c'est simple. Il faut garder ça dans un contexte plus large, de partir d'Igari et de voir comment l'avion a évolué et de se dire qu'il a en fait démarré son virage plus tôt. Et un virage en spirale, c'est-à-dire avec une gîte croissante. C'est-à-dire que ça prouvait que c'était pas avec le pilote automatique, qu'il y avait un virage constant, et etc. Dans notre rapport, on a montré que si on le fait au pilote automatique, eh ben, on mord sur la zone militaire thaïlandaise. Et que là, il n'était pas question de mordre, parce que là, vous devez satisfaire à des contraintes et à des formalités qu'il était incapable d'assumer, et donc de réveiller les contrôleurs thaïlandais. On va faire un dernier point sur un dernier scénario complotiste, on va dire, l'histoire de Freescale, et après on reviendra sur ce qu'on pense à la finalité. Freescale, donc il y avait à bord de cet avion des ingénieurs qui étaient à 2 doigts de révolutionner la totalité de la Terre entière, et qu'il fallait surtout pas que les Chinois récupèrent cette technologie, et donc c'est pour ça que les Américains ont abattu l'avion. Alors Freescale, et accessoirement ça servait la famille Rothschild, parce qu'on n'est jamais à ça près. Ouais. Alors Freescale, qu'est-ce qu'on en pense ? C'est de l'invention pure et simple, parce qu'en fait, c'est tout simplement ce qui était si vous voulez, en question, c'était des histoires de brevets, éventuellement d'ingénieurs, que les Américains auraient voulu récupérer. Bon. Et en fait, ce sont des brevets tout simples d'optimisation, de production de chips, de puces électroniques. Et donc, en plus, les gens n'étaient pas à bord. Ceux qui ont déposé le brevet n'étaient pas à bord. Et il y avait des homonymes. Ouais. Voilà. Patrick Bledy, il a creusé vraiment ça. Lui, moi, je suis admiratif du travail qu'il a fait parce qu'en fait, il a tout creusé, mais tout. Que ce soit la vie du commandant de bord, que ce soit les pistes Freescale, tout ça. Il a retrouvé les brevets en question, il a retrouvé les noms des personnes qui étaient dans l'avion. Et en fait, il s'est aperçu que les personnes qui étaient dans l'avion, c'était des homonymes des personnes qui avaient fait les brevets. Et c'est pas les mêmes nationalités. Donc ça aussi, on le dit pas. Donc ce travail de fourmi, Patrick, il a fait un travail de fourmi sur tout ça, sur les pistes complotistes, sur la vie privée du commandant de bord. C'est lui qui a trouvé dans le rapport de police malaisien qu'il y avait un trou, j'ai dit la dernière fois c'était 4 ans, mais en fait je crois que c'est 6 ans. 6 ans où le pilote n'a pas d'aptitude médicale. Comment on peut expliquer ça? Et qui c'est qui l'a remarqué? Il n'y a que lui. Voilà. Donc, et tout ça, il a mis tout bout à bout, donc forcément on arrive à une piste où le plus probable c'est quelqu'un, on a dit, qui connaît bien l'avion pour pouvoir manipuler tout un tas de données dans le cockpit, mais on arrive à quelqu'un qui est forcément aux commandes. Il n'y a pas 36 000 personnes qui sait piloter un avion, qui sait reprogrammer également, enfin redémarrer certains systèmes électriques, comment désactiver le Flight ID. Bah là, c'est vite fait, hein. La liste dans les passagers, elle est vite vue. Hein. On va dire quand même qu'un pilote n'est même pas formé à faire ça, c'est plutôt un travail de maintenance. Ah, alors oui. Si, ouais, en fait, on va penser, mais en fait, ce Data Link Reset, il est fait visiblement avant chaque vol. Donc c'est une procédure qui est connue par les pilotes parce qu'ils le font avant chaque vol. Mais c'est pas du tout prévu de faire un vol. En fait, pour le Data Link Reset, hein, il se fait automatiquement
9 minutes après que l'avion est touché, et avec l'ouverture d'une porte passager. Et là, automatiquement, le vol est effacé, pour qu'il n'y ait pas de confusion pour le prochain. Et ensuite, quand l'équipe de maintenance arrive, eh bien, ils vont faire démarrer les systèmes, mais là, il n'y a pas de numéro de vol. Et c'est quand les PNC ou le pilote qui rentrent dans le système, soit IFE, soit sur leur MCDU, ils rentrent le numéro de vol. Et à ce moment-là, le vol a démarré. Bon, allez. Scénario crédible maintenant. Scénario techniquement possible. Parce qu'on a encore une fois énormément de données. Allez voir les rapports. Il y en a des milliers de pages. Vous en avez pour une cinquantaine de jours, je pense, en analysant correctement. Ce que les gens de chez Netflix n'ont pas fait, malheureusement. Ouais. Ni les 2 journalistes qui y ont participé. Oui, malheureusement. La fin du vol. Comment est-ce qu'on améliore la précision? Parce qu'on rappelle, on est sur des zones qui sont gigantesques. Cet arc de cercle, bon, c'est une distance satellite-avion, mais en réalité, il y a une précision qui est relativement incertaine. On peut être peut-être 10, 15, 20 km à droite ou à gauche. Puis ensuite, on ne connaît pas l'attitude de l'avion après avoir envoyé son dernier ping. Est-ce qu'il est tombé en spirale, comme moi j'ai tendance à le croire, ou est-ce qu'il a continué à voler un petit peu plus loin? Alors, bon, pour les arcs, jusqu'à présent, les hypothèses fondamentales qui ont conduit aux recherches, c'était de dire l'avion est tombé à pic au 7e arc. Et il a craché à ce moment-là. Mais à pic, c'est quand même 30 nautiques. Alors, à pic, c'est 30 nautiques. Ouais. On est d'accord, mais il n'empêche que c'est vraiment à la verticale, on va dire ça comme ça. On peut se reposer la question en reprenant les choses calmement, de se disant, mais comment un pilote, comment quelqu'un a pu conduire cet avion, piloter cet avion, et en fonction de la vitesse qu'il a, ça détermine la courbure de la trajectoire qu'il va avoir. En gros, je schématise. Plus il va lentement, plus sa trajectoire va justement vers Christmas Island, vers l'Australie. Plus il va vite, plus il va vers le pôle sud, en gros. Bon. Donc là, toujours le long de ce 7e arc. Alors, c'est pas le long, il va croiser le 7e arc. Okay. Oui. Mais effectivement, son point de chute est pas loin, pas trop loin. Alors maintenant, est-il tombé à la verticale comme vous pensez en spirale, ou comme nous le pensons non, qu'il y ait eu manipulation par le pilote et préparation pour amérir, et à ce moment-là, il a plané, et à ce moment-là, il peut planer pratiquement entre 40 et 65 nautiques. Donc 150 km plus loin que le dernier point d'émission d'un message. Exactement. Et le fait qu'il y ait peu de débris montre quand même que le choc avec l'eau a été a priori calme. On va dire calme. Avec 2 mètres de houle, un avion qui fait 6 mètres de diamètre, c'est pas calme, mais c'est pas l'Hudson River. On est d'accord. Mais c'est quand même un indice comme quoi il n'a pas... Parce que s'il était tombé en spirale, avec une vitesse descensionnelle dite a priori de 14 000 pieds par minute, là, c'est du béton. Donc l'avion, c'est des millions de fragments qu'on va retrouver. Qui aurait une partie... qu'on aurait vu. Alors, néanmoins, si je me fais l'avocat de de votre théorie. La théorie, plus ou moins. On a certaines pièces de l'avion qui sont retrouvées, comme par exemple la pièce qui s'appelle No Step, dans laquelle l'analyse des trous des écrous montre qu'il y a eu des vibrations qui l'ont a priori fait sauter avant d'avoir un impact avec le sol. Est-ce que ces vibrations ne seraient pas dues non plus à un amérissage prolongé? Peut-être. On a également difficile à dire. Les analyses effectivement initiales sur le flaperon qui disent qu'il était sorti, mais finalement on a trouvé que les pièces avaient un choc commun, parce qu'on a trouvé 2 pièces qui étaient l'une à côté de l'autre, qui montreraient plutôt que c'était rentré à ce moment-là. On a également des pièces qui sont à l'intérieur de l'avion, qui ont été retrouvées, notamment un panneau de l'IFE qui se trouve sur un siège. Tout ça, ça me donne plutôt envie de penser que l'avion il s'est désintégré à l'impact et qu'il n'a pas été mis en configuration d'amérissage. On peut en discuter longtemps. On est d'accord. Néanmoins, Argyris, vous avez le temps. Argyris Kamoulakos a fait des études sur comment se comportait une pièce telle que le flaperon en reprenant les matériaux, les formes, la structure interne et en la faisant amérir tel un amérissage dans l'eau. Et on s'aperçoit que la déchirure le long des rivets, comme une fermeture éclair finalement, est tout à fait reproductible de cette façon-là. D'accord. Donc le fait que ce soit la masse d'eau qui est drainée, alors tel que je l'entends, vos contradictions, telles que je les entends, c'est en fait ce choc-là aurait pu casser les bielles et remonter le flaperon. Oui. Et à ce moment-là, le choc aurait pu se faire comme s'ils avaient été l'un à côté de l'autre. Larry Vance a très bien décrit ça, et je suis assez
Moi, ça me paraît crédible. Suivre, ça. Je dis pas que j'y à 100%, mais Non, ça mais me paraît crédible. Scientifiquement, je suis totalement d'accord. Mm. C'est une option qui est tout à fait possible et qui expliquerait pourquoi est-ce qu'on n'est pas exactement sur la bonne zone. Puis les pièces internes que l'on a, ben, on dit l'avion, il y a plusieurs théories, et je crois que Argyris avait fait aussi, que l'avion se serait cassé en au moins 3 parties. Et donc, si on a un fuselage qui se casse, ben forcément, on va avoir des parties de l'intérieur de l'avion qui vont se casser. On a retrouvé une partie avant d'une cloison de l'avion. On sait où est située cette cloison dans l'avion, c'est la partie avant. Est-ce que l'avion s'est pas cassé à cet endroit-là? Est-ce que la déformation que l'on a sous le panneau IFE, la pièce qu'on a retrouvée, ne peut pas accréditer que cette pièce, à ce moment-là, au moment de l'impact, elle a été déformée à cet impact parce que l'avion s'est disloqué? La théorie enfin, on dit une théorie, c'est une hypothèse, que l'avion ait pu amérir, ça ne veut pas dire que l'avion a fini en un seul morceau. Loin de là, c'est ce qu'on a dit. Il y a une possibilité que l'avion se soit disloqué. Et on ne peut pas écarter la possibilité qu'il y ait eu personne aux commandes à la fin. La zone qui a été explorée depuis le début, elle prend en compte le fait que personne n'a touché aux commandes à la fin. Ça, faut le dire, parce que les gens ne le savent pas. Bien sûr. Et on n'a rien En tout cas, trouvé. après le virage dans le sud, Voilà. après le détroit de Malaga. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une trajectoire qui va en ligne droite, donc les enquêteurs, ils se sont dit, bon, on va faire cette hypothèse, parce que l'avion, visiblement, va tout droit, donc il y a peut-être personne qui pilote. On n'en sait rien, déjà. Et ensuite, à la fin, ils ont été obligés de resserrer ça, parce que si on prend l'hypothèse de quelqu'un qui est aux commandes, on a une zone qui va s'étaler sur tout le 7e art, qui va faire plusieurs millions de kilomètres carrés. Et ça, je suis désolé, c'est inexploitable. Bah, au départ, il faut resserrer. Au départ, on ne savait pas. C'est ça, c'était l'hypothèse la plus simple pour resserrer la zone. Votre travail a abouti à une zone qui est un peu plus précise. Est-ce qu'on peut en parler? Oui, alors c'est une zone qui est beaucoup plus restreinte, qui est à la limite de la zone déjà scannée et qui représente en gros 350 nautiques carrés. Et ça prendrait à peu près 5 jours pour la scanner. Mais évidemment, comme on ne sait pas ce qui s'est passé, on a fait l'hypothèse que l'avion était toujours en ligne droite, que la personne aux commandes est descendue pratiquement en ligne droite. Bon, elle aurait pu dévier avec le vent, le fait que c'était en planant. Donc on a élargi un petit peu. Mais elle est un petit peu à l'extérieur de l'Arc 7. Et je veux dire, elle est assez simple. Et déjà, Ocean Infinity est intéressé. C'est une bonne chose. Oui. Alors, on va quand même... encore une fois dire, il y a encore aujourd'hui des gens qui font des analyses, qui continuent à travailler sur ce crash, parce que les informations sont tellement nombreuses et riches qu'on n'a pas fini de les exploiter, mais sur la fin, l'avion, une fois qu'il a envoyé son 7e arc, son dernier ping, qui dit il y a un rétablissement électrique, il n'y a plus d'émission. Donc là, on ne peut pas être plus précis que ce qu'on a jusqu'à présent, et là, après, ce sont des hypothèses, potentiellement, il a été piloté, ou il est tombé à la verticale. Oui. On ne sait pas. On peut pas savoir. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'effectivement, la séquence de Logan, parce que c'est un Logan de nouveau, comme celui du premier arc. Donc coupure et rétablissement électrique. Exactement. Donc ça veut dire qu'il y a eu effectivement quelque chose sur le réseau électrique qui s'est passé. Alors nous, on l'interprète de façon à ce que ce soit, enfin pas à ce que ce soit, mais de façon que l'APU ait repris le contrôle et que comme il avait besoin d'énergie pour les pompes hydrauliques, eh bien il a délesté le réseau de ce qui n'était pas nécessaire. Parce que quand les moteurs s'éteignent, et on a la preuve que les moteurs s'est éteints par le calcul de la décélération de la fréquence du ping à ce moment-là. Je n'irai pas jusque-là. Alors on a les indications que ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça, mais d'être aussi certain, c'est pas si évident. C'est l'hypothèse qui est évoquée en tout tout à cas. fait. Alors on va juste expliquer quand même, il y a à la fin cette coupure du moteur qui provoque du coup une décélération de l'avion, qui peut être analysée d'après la fréquence des ondes qui ont été envoyées comme une décélération qui est liée à la coupure du premier moteur. Donc l'avion arrête de générer de l'électricité par ses réacteurs normaux, et donc à ce moment-là, il y a l'APU qui va se relancer pour générer de l'électricité. Donc on a une séquence dans les dernières secondes de l'avion qui est quand même assez mieux connue en tout cas que le reste du vol. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple. On a découvert qu'a priori le fuel du moteur droit faisait qu'il s'arrêtait avant le moteur gauche. Bien. On part sur cette hypothèse. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à bord? Est-ce que un pilote, s'il pilote, s'attend à ce que les deux moteurs s'arrêtent et se disent bon bah c'est bon, ou alors est-ce qu'il contrôle? Alors nous on est parti sur l'hypothèse où il contrôlait, c'est-à-dire qu'il n'a pas attendu que le moteur gauche s'arrête, mais il s'est dit je vais garder du kérosène pour l'APU à l'arrière, pour le générateur, et de ce fait-là je vais arrêter moi-même le moteur gauche. Et avec l'APU, j'ai le contrôle des surfaces pour amérir. Et de ce fait, électriquement, ça correspond à ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a bien coupure du courant, rétablissement, puis puisqu'il y a l'APU et le moteur ne peuvent pas générer du courant en même temps, à cause de l'alternatif.
il faut qu'il se resynchronise. Et ça coupe l'électricité pour qu'il se resynchronise et ensuite réalimente ensemble. Mais comme il a coupé le moteur, c'est pas la peine, mais ça provoque un break. Et ça correspond assez bien à ce qui s'est passé électriquement. Et donc pareil, encore une fois, on peut avoir deux interprétations. Soit l'avion est tombé tellement vite qu'il n'a pas fini son initialisation, soit c'est quelqu'un aux commandes qui a coupé ce système. Et qui a repris l'avion. Et qui lui a un peu échappé parce qu'il a quand même fait pas mal de manœuvres. Et il n'avait plus le moteur, il est un peu descendu, ça lui a échappé, il a repris. Mais c'est intéressant ce que disent Patrick justement et Jean-Luc là-dessus, parce que c'est une hypothèse qu'on n'a jamais envisagée. Oui. On est toujours resté sur cette idée qu'à la fin, on perd les deux moteurs, l'APU démarre, donc on arrive à remonter le moment où le satellite se reconnecte, mais on revient en arrière 1 minute 30 pour déterminer le démarrage de l'APU et donc déterminer la coupure des moteurs. Et on est toujours resté sur cette idée-là. Et si quelqu'un avait allumé l'APU en amont pour avoir un avion qui est parfaitement pilotable, pour pouvoir sortir les volets complètement, ou même pour pouvoir garder les commandes de vol parfaitement pilotables en loi normale, c'est tout à fait possible. Et ça, c'est vraiment une hypothèse qui n'a jamais été évoquée. Et ça peut être intéressant de la creuser. Et ça correspond bien aux données. Exactement. Vous ne pouvez pas dire non, c'est pas possible. Donc ils sont intéressés. Vous pouvez dire c'est une lecture. Bon, j'y crois ou j'y crois pas, très bien. Mais vous ne pouvez pas dire non, c'est pas possible, c'est possible. Et les autorités, les enquêteurs sont intéressés par ces analyses. Oui, absolument. Ouais. Et le rapport est a priori transmis aux Australiens. On croise les doigts alors? On espère. On espère, ouais. Si ça peut aider, si ça peut aider. Eh ben, on aimerait pouvoir retrouver enfin. Mais là, on est sur du factuel, on n'est pas sur du sensationnel, quoi. C'est dommage, c'est moins hollywoodien, ça passera pas sur Netflix du coup. C'est ça. Bon. C'est moins vendeur. C'est vrai? Ah, c'est parti. J'ai passé 4 Skype. Je leur ai fait 4 Skype pour leur expliquer toutes les données précises, comment il fallait lire et tout. Et ils sont jamais revenus. Ah, donc je pensais pas qu'ils avaient travaillé avec des gens sérieux, mais non. Donc ils ont volontairement ignoré les analyses techniques. Ah bah d'ailleurs, Mac Exner a fait une tribune où il est absolument pas content. Il Qui n'est pas intervient dans le content parce que reportage. voilà, il disait qu'ils ont fait miroiter qu'ils allaient se baser sur des faits. Oui. Mac Exner, il a été outré. Il crie à la Voilà. tribune. Et d'accuser Blaine Gibson d'être un espion, on n'a pas parlé ça. Que c'est un espion russe maintenant, on a dit que c'était un espion américain, maintenant c'est un espion russe. J'ai pas d'avis dessus, mais c'est que ça va loin. Il y a 3 reportages de 3 quarts d'heure que je vous déconseille de regarder au final. Hein. Non, il faut les regarder. Il faut les regarder. Je veux dire, les gens ont le droit. Pas bien. Ouais, mais les gens ont le droit de voir ce qu'ils disent, mais après d'aller voir par exemple la vidéo que j'ai faite pour débunker point par point tout ce qu'il y a, et d'avoir une lecture peut-être différente de tout ça. Allez, on va mettre tous les liens vers les reportages, vers les vidéos qu'on a pu faire les uns et les autres. Vous avez du travail juste pour comprendre ce qu'on a fait là, mais merci d'avoir été présent. C'est la vidéo la plus longue, je pense, qu'on a fait depuis le début ici au studio Arrêt Cosmos. Merci pour votre travail. On vous suivra avec attention dans les prochains mois. Merci à tous les deux. Merci à toi. On espère que vous avez plu et que vous avez réussi à rester concentré jusqu'au bout. Le numéro Air Cosmos de la semaine dans lequel on parle des grands exercices Orion qui ont lieu actuellement en France, ainsi que quelques infos toujours sur les hélicoptères du futur et sur les travaux en Ukraine. Et on vous dit à la semaine prochaine au studio Air Cosmos.